voyez là, ça ne bouge Parce que j'ai fait chez le coiffeur, tu m'as rappelé que c'est ça. Mesdames, Messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir nombreux aujourd'hui pour notre finale de ce concours de plaidoirie et d'éloquence organisé par le Master 2 de droit civil et judiciaire de l'Université d'Orléans. Pour commencer, toute l'équipe de la plaidoirie tient à remercier Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de nous avoir permis de tenir la finale de ce concours dans cette salle prestigieuse qui est la Cour d'assises du tribunal d'Orléans. Nous remercions également les membres du jury, Maître Texier, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, qui a mis à notre disposition les dossiers sur lesquels nos finalistes vont plaider aujourd'hui et qui a gentiment accepté d'être président du jury. Monsieur Pierre Laurent, doyen de notre belle faculté de droit, d'économie et de gestion orléanaise, Madame Sandy Lacroix de Souza, maître de conférence également à l'Université d'Orléans, Monsieur Yann Mercier-Brunel, vice-président du Conseil académique en charge de la commission de la formation de la vie universitaire, Maître Lorraine Guéma, avocate au barreau d'Orléans, Madame Noël Duclos, doctorante en droit public à l'Université d'Orléans, Maître Nadine Contruche, avocate également au barreau d'Orléans, et enfin, Maître Amélie Tortereau-Rétif, avocat au barreau d'Orléans. Nous sommes honorés d'avoir un jury aussi diversifié et prestigieux au jury de l'éloquence de nos candidats aujourd'hui. Nous tenons aussi à féliciter les prestations des candidats du premier et du second tour qui nous ont offert de très très belles performances. En effet, au regard du haut niveau du concours cette année, nous félicitons les finalistes d'être arrivés à cette dernière étape. Donc, s'agissant des modalités, chaque dossier sera plaidé par deux candidats. L'un représentera l'appelant et l'autre représentera l'intimé. Ils auront entre 12 et 15 minutes pour vous convaincre. Donc le premier dossier sera plaidé par nos finalistes Castelroussin. C'est un dossier en appel qui porte sur une affaire de harcèlement moral. Madame Clémence Mercier représentera l'appelant et Monsieur Canu Choukouma représentera l'intimé. Ensuite, nos finalistes orléanais plaideront en appel sur un dossier relatif à l'apologie du terrorisme. Donc Monsieur Franck Kelmon représentera l'appelant et Monsieur Théo Soligny représentera les intimés. Donc, à l'issue de cette plaidoirie, les membres du jury feront un classement de nos 4 finalistes. Les 2 premiers seront récompensés par un lot. Et à l'issue de cette finale, nous vous proposons un buffet dans le vestibule de la cour d'appel. Donc, je vais laisser la parole à M. Texier qui va procéder à un rappel des faits du premier dossier relatif à une affaire de harcèlement moral. En vous souhaitant une excellente journée, merci pour votre écoute. Avant tout, j'aimerais évidemment dire quelques mots aux 4 finalistes d'aujourd'hui. L'idée est évidemment avant tout de vous faire plaisir, parce que finalement ce moment c'est le vôtre, donc profitez-en. Faites-nous rire, faites-nous pleurer, faites-nous rêver et faites-nous réfléchir, mais en tout cas, essayez de nous convaincre. En faisant allégeance à Daesh et en se réclamant du groupe terroriste en question, dans ces termes. Je crois que vous n'avez pas compris. Je travaille pour Daesh, moi. Je reviendrai avec une ceinture d'explosifs. Je repars en Syrie et je vais reprendre du service. Il faut savoir que M. Hack a en vérité perdu son père, décédé, dans son centre hospitalier. Et c'est la raison, évidemment, pour laquelle il a tenu ses propos au milieu du personnel et du directeur de l'hôpital. Il a donc été poursuivi et il a été condamné pour apologie de terrorisme par le tribunal correctionnel, et il fait donc appel, et c'est de cet appel dont il est question aujourd'hui. Je vais donc donner la parole à la partie civile, le centre hospitalier et le personnel soignant dans cette affaire. Je crois que vous n'avez pas compris. Je fais partie de Daesh, moi. Je repars en Syrie. Je fais partie de Daesh. Je vais reprendre du service
et reprendre contact avec Daesh. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c'est en ces termes que M. Hack s'est adressé au personnel soignant de l'hôpital de Manosque du 5 au 8 février 2017, avant d'affirmer qu'il reviendrait armé d'une ceinture d'explosifs. M. Hamid Hack et sa famille se trouvaient dans les murs du centre hospitalier de Manosque, que j'ai l'honneur de représenter, en raison de l'hospitalisation de son père Ammar Hack, atteint d'un cancer. Au sein du service de soins intensifs, les horaires de visite, c'était pour les autres. Cet homme de 36 ans y pénétrait sans vergogne, déversant au passage des amabilités sur le personnel soignant dont il perturbait sans cesse le travail. Monsieur Hack est-il un terroriste? En tout cas pas selon son casier judiciaire. Mais monsieur Hack a-t-il fait trembler un hôpital tout entier en hurlant 4 jours durant sa dévotion à une organisation terroriste dont les membres ont fait plusieurs centaines de victimes sur le territoire? Je vous l'ai démontré. Chers confrères, a-t-il poussé ses victimes à prendre les armes pour se battre en faveur du djihadisme? Quand bien même nous le saurions, cela n'aurait aucune incidence dans ce dossier. Mesdames et messieurs, M. Hack est-il coupable d'apologie publique d'actes de terrorisme? Vous en êtes désormais convaincus. Par ces motifs, outre la peine à laquelle le ministère public vous demandera de le condamner, vous déclarerez M. Hack civilement responsable des préjudices moraux subis par mes clients et le condamnerez à verser à ce titre la somme de 50 000 € au centre hospitalier de Manosque et celle de 10 000 € à Mme Gann. Au surplus, M. Hack versera la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et sera évidemment condamné au dépôt. Je vous remercie. La parole est à la défense. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour. J'ai effectivement l'honneur d'intervenir aujourd'hui pour le compte de M. Hack, un homme qui vient de perdre son père, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Un homme qui n'a aucune mention à son casier judiciaire, un homme qui n'est pas violent, un homme qui n'est pas agressif, un homme qui est malade. Je vous renvoie à cette expertise médicale. Un homme qui se retrouve face à une équipe médicale tout à fait incapable de répondre aux demandes, de répondre aux chagrins de cet homme. Un homme qui présente une situation familiale plutôt stable. Nous savons qu'il est marié, nous savons qu'il avait effectivement un emploi qu'il a arrêté pour se consacrer exclusivement à son père. Son père qui est malade et qui est en effet en fin de vie. Bref, vous voyez bien, nous n'avons pas le profil type d'un candidat au djihad, d'un prédicateur qui chercherait de nouvelles cibles, de nouvelles proies à envoyer en Syrie. Rien de tout ça. Nous avons un homme qui crie son profond malheur. Et je vous demande de faire preuve d'un peu d'humanité. L'humanité qu'il a manqué aux juges du tribunal correctionnel. Je vous demande de faire preuve d'humanité. Je vous demande de relaxer mon client. Je vous demande de renvoyer mon client des fins des poursuites. Car ce dossier est vide. Cette infraction n'est pas caractérisée. Une infraction non caractérisée ne peut pas donner lieu à des demandes dont la partie civile vous fait état. La partie civile, je le rappelle, n'a pas réussi à apporter la preuve de la commission, de la caractérisation de cette infraction, qui est pourtant la base d'un procès pénal. Ce n'est pas à moi d'apporter la preuve de l'innocence de mon client. C'est à l'accusation et a fortiori à la partie civile. Mais la partie civile nous a parlé pendant 15 minutes du contexte, de l'opinion publique. Un petit tour de passe-passe finalement pour cacher un manque d'arguments juridiques. Un manque d'arguments juridiques pour caractériser, pour vous prouver, pour vous démontrer la caractérisation d'un délit qui finalement ne repose ici sur aucun fondement.
Et nous avons un arrêt, je l'ai rappelé, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, un arrêt récent qui finalement annule les jurisprudences qui vous ont été citées par la partie civile. Mesdames et messieurs, vous ferez preuve d'humanité. Vous n'ajouterez pas à mon client plus de chagrin qu'il n'en éprouve. Ce faisant, vous rendrez à mon client un peu d'honneur et un peu de sourire. Je vous en remercie. On va devoir donc vous demander de quitter la salle, naturellement. On va délibérer sans vous. Merci les candidats, évidemment, pour leur prestation, parce que c'était de très bonne qualité. On a passé plutôt un bon moment. C'était évidemment très agréable pour nous d'être là. Il faut évidemment maintenant vous départager et vous classer. Et je vais me permettre du coup de vous appeler par vos prénoms. Ce sera peut-être plus sympa comme ça. Et je vais commencer par donner le nom du quatrième. Alors, c'est évidemment aujourd'hui le moins bon. Il reste que, là encore, comme je vous l'ai dit, les prestations étaient de qualité. Il faut simplement, évidemment, vous classer. C'est comme ça. Ça ne lui retire alors pas son mérite et son travail. Et donc, le quatrième est donc Franck. Le troisième, ce sera C, Canu. Reste maintenant à vous départager, savoir lequel de vous deux sera le premier ou la première. Nous avons beaucoup hésité et ce sera finalement Théo qui est le premier. Donc il y a 3 livres pour monsieur de... Ben voilà, du coup c'est Clémence qui est la deuxième. Alors je ne sais pas comment vous envisagez les choses maintenant. Alors il y a un buffet, un cocktail, qui sera à côté de la cour d'appel. On va venir voir, donc venez nombreux, on va pouvoir partager un bon moment ensemble. Merci. C'est la base. C'est la base. Ah, vous êtes beau. Vous avez le gros honneur aussi. C'est une belle place. Ouais, c'est bien. Une petite dernière, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Voilà. Chacun a ton heure de gloire.